Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce premier webinaire de l'Institut France Alzheimer. Donc, le thème de ce soir, c'est l'adaptation des règles du confinement en institution et la limitation des troubles du comportement des résidents. Donc, je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Vanessa Dupuis, je suis neuropsychologue pour l'association France Alzheimer dans le département de Seine-Maritime et plus particulièrement au Havre depuis plus de 12 ans. Et je travaille aussi donc, dans 2 EHPAD de Basse-Normandie, donc spécialisés dans l'accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs, donc Alzheimer et apparentés. Très gros EHPAD avec une grosse population Alzheimer. Donc, je vais commencer également par vous présenter l'Institut de formation, donc, qui est un organisme de formation de l'Union nationale France Alzheimer et maladies apparentées depuis 1991 et donc, qui met en place ce dispositif spécial pendant le confinement. Donc, il s'agit de conférences en ligne, donc les webinars, dont l'objectif est de répondre aux préoccupations des professionnels qui accompagnent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées, que ce soit en établissement ou au domicile, sachant bien sûr que ce soir, le thème est plutôt en établissement. Donc cette conférence doit durer 30 minutes, à peu près 20 minutes de présentation et puis 10 minutes de questions-réponses, sachant que vous pouvez également poser vos questions en direct et on y répondra dans la mesure du possible. Et sinon, vous pouvez donc effectivement les communiquer vos questions par écrit dans le petit icône que vous trouverez sur votre écran qui s'appelle questions. Et je vous rappelle que donc, le sujet qu'on va traiter ce soir est un sujet délicat pour des intervenants en établissement, s'agissant du confinement des résidents, et que on va poser comme principe de départ le non-jugement et la bienveillance. Et l'idée, c'est plutôt de pouvoir réfléchir tous ensemble, puisqu'on est tous quand même confrontés à une situation très inédite et très nouvelle pour nous tous. Voilà, essayer de pouvoir avancer tous ensemble. Donc je voulais commencer par vous rappeler des éléments du contexte, puisque les choses vont assez vite et effectivement s'adapter demande beaucoup d'énergie ces derniers temps. Donc le démarrage de cette situation de confinement remonte maintenant à début mars, donc le 5 mars, avec les premières directives du gouvernement qui demandent aux établissements de limiter, à ce moment-là on ne parlait pas encore de confinement, de limiter les visites en EHPAD des personnes à risque et de surveiller les résidents qui auraient pu être contact ou personnes à risque et de commencer à mettre en place effectivement des mesures barrières avec à ce moment-là seulement l'interdiction des visites des mineurs et l'affichage pour les familles sur les précautions à prendre. Le stade 2, donc on l'a passé le 11, enfin les directives suivantes sont arrivées le 11 mars, où là, donc les établissements ont été fermés au public, donc plus de visites en EHPAD, avec aussi du coup suppression des activités de groupe, des intervenants extérieurs aux établissements. Donc vraiment là, le démarrage du confinement des résidents en EHPAD, avec du coup la rupture du lien familial, en tout cas physique, pour les résidents. Donc effectivement, la première préoccupation des EHPAD à ce moment-là a été la possibilité de maintenir le lien social avec les familles pour les résidents. Donc voilà, mettre en place des modes de communication qui n'étaient pas forcément dans nos habitudes. Création de comptes Skype, mise en place de tablettes, bien sûr en respectant les mesures de précaution sanitaire, mettre en place les personnels ressources pour utiliser ces différents outils. Et puis l'isolement des résidents qui a été démarré à peu près dans cette époque-là en fonction des établissements. Certains avaient commencé un peu avant, notamment les résidents présentant des symptômes donc de ceux qu'on connaissait à ce moment-là, c'est-à-dire
de la toux, de la fièvre, voilà, avec suivi et isolement en chambre pendant 14 jours de ces résidents-là, jusqu'à le passage en stade 3 de l'épidémie, où là, les résidents ont été confinés individuellement en chambre, donc on est fin mars. Donc le confinement individuel en chambre, les repas pris en chambre, et où là vraiment le risque psychologique pour les résidents s'est accentué à ce moment-là. Et donc ça a été le début, enfin le commencement d'une grande réflexion menée sur la recherche d'un compromis acceptable entre les mesures nécessaires mais obligatoires de sécurité sanitaire et le bien-être des résidents. Voilà, c'est trouver un compromis qui puisse satisfaire toutes ces exigences. Et donc la première étape a été voilà, d'identifier les différents troubles du comportement qu'on a pu observer chez les résidents. Donc effectivement, l'agitation, la désorientation qui s'est installée progressivement à la suite de ces mesures de confinement, le repli sur soi, enfin voilà, vous les connaissez tous. Et donc les mesures mises en place dans les établissements, effectivement, sont principalement axées sur le lien social, la communication avec les familles, donc ce que je disais, hein, toutes les mesures de communication avec les nouvelles technologies, donc Skype, tous les modes de communication visio. Il y a aussi toutes les applications de réseaux sociaux privés, donc type Families, Familio, qui ont vraiment un impact très positif sur l'humeur des résidents et le sentiment de faire partie de la vie de leur famille. Des cellules psychologiques sont mises en place également, et ont pour but de réunir les différents professionnels des établissements et avec un rôle très important de observation des résidents, recherche des signes de troubles du comportement, écoute des équipes et proposition d'actions qui peuvent être mises en place dans le cadre du confinement pour tenter de limiter les risques associés à ce confinement. Je lis mes notes en même temps. Donc voilà, la question se pose, la première quand on parle des personnes Alzheimer ou troubles apparentés, et bien sûr la question du consentement au confinement. Autant les personnes âgées sans troubles comprennent la situation, acceptent de rester en chambre, entendent. Voilà. On sait tous que face à des malades Alzheimer ou des maladies apparentées, la question du consentement volontaire est plus compliquée. Elle peut être mise en place, hein, certains résidents le font sans problème, mais effectivement, le premier point va être la contention pour les résidents pour lesquels le confinement n'est pas possible autrement. Donc là, bien sûr, c'est sur prescription médicale et pour ces résidents-là en particulier, une observation quotidienne est nécessaire et très importante avec la mise en place de levées de contention, bien sûr, dès que c'est envisageable et à plusieurs moments dans la journée, bien sûr. Mais l'idée étant de limiter les risques pour ces résidents qui pourraient potentiellement présenter des symptômes et être vecteurs de la propagation du virus. Donc, ces mesures d'isolement, dans la plupart des établissements, elles s'appliquent notamment aux nouveaux arrivants, qui, même s'ils ont bénéficié d'un test négatif au Covid, sont tout de même isolés pendant 15 jours après leur arrivée pour limiter tous les risques possibles. Tous les résidents qui pourraient présenter des symptômes, avec la possibilité de les tester maintenant, effectivement, permet de ne pas les confiner lorsque les tests sont négatifs et limite d'autant l'apparition de ces troubles du comportement.
Et du coup, comment on peut limiter l'apparition de ces troubles du comportement qui, les plus importants pour les malades d'Alzheimer, vont être effectivement la désorientation dans le temps, dans l'espace, plus importante que d'habitude, des manifestations d'agressivité, d'opposition, d'agitation, et puis un repli sur soi, un refus de s'alimenter, un retrait de la vie sociale. Donc, le premier point reste les activités individuelles, voilà, qui sont les plus importantes. Quand on travaille dans des établissements qui ont la chance d'avoir un parc, un jardin, un patio, la première des mesures, c'est les sorties à l'extérieur accompagnées par un soignant qui permettent évidemment de leur permettre voilà, de s'ouvrir un peu sur l'extérieur et de profiter de cette sortie, notamment également sur les troubles de la marche qui apparaissent quand les résidents sont confinés en chambre. On peut mettre en place aussi des activités de type, comme c'est inscrit dans le dernier protocole, des activités couloirs, donc des parcours de gym installés dans les couloirs pour les résidents à tour de rôle, bien sûr, sans contact, qui peuvent du coup participer à ces activités. Voilà, toutes les activités qui vont leur permettre en fait de dépenser aussi de l'énergie, puisque c'est aussi ça le confinement, ils sont beaucoup moins actifs tout de même qu'en temps normal, puisqu'on leur permet beaucoup moins de déambuler. Pour les résidents où il y a un risque important de retrait social, d'isolement, de repli sur soi, donc il y a la possibilité effectivement de faire des visites de famille, donc encore plus maintenant avec le nouveau protocole, mais aussi des visites en chambre quand le résident ne peut pas se rendre au point rencontre, alors forcément avec des mesures de protection très importantes. Les activités en chambre, effectivement, quand on parle des malades d'Alzheimer, enfin les activités individuelles, parce qu'elles peuvent se dérouler ailleurs qu'en chambre, on ne peut pas leur proposer des activités qu'ils vont faire seuls. Ça paraît difficile quand on connaît cette pathologie. Donc effectivement, ça va être leur proposer des petites activités, pas forcément très longues, donc soit des activités à visée plutôt cognitive, donc accompagnées par un soignant, un animateur ou un psychologue. Bien sûr des temps d'échange et d'écoute de la part du psychologue. Et également, voilà, pour des résidents peut-être un petit peu plus avancés dans la maladie, il y a tout un tas d'activités motrices, donc basées sur un peu tout ce qui est méthodologie un peu Montessori, qui fonctionne plutôt très bien avec ces malades-là et qui permet d'occuper l'esprit ailleurs que pendant la déambulation. Je lis la question. Donc la question, comment renouer le contact à distance sans contact après presque 2 mois de séparation? J'imagine qu'il s'agit de la séparation avec les familles. Je pense que... alors, c'est assez... Enfin, je sais pas, des résidents qui n'ont pas eu de contact pendant 2 mois avec leur famille, c'est vrai que les attentes, je pense que c'est surtout la famille qu'il va falloir préparer à ce contact parce que les résidents Alzheimer, on le sait, j'ai encore eu un message d'une famille qui me dit je me rassure de savoir que ma mère, finalement, ses symptômes font qu'elle ne voit pas le temps passer. Donc, pour le malade, peut-être qu'il n'y a pas une incidence forcément très importante de ce temps qui sépare ces rencontres. Maintenant, effectivement, il y a toujours la possibilité de la désorientation qui fait qu'ils peut-être ne reconnaîtront pas la personne qu'ils ont en face d'eux, ou en tout cas pas dans la première minute. Alors c'est vrai que les visites, c'est court, les contacts qu'on peut reprendre avec les malades. Je ne sais pas, la personne qui pose cette question, si dans l'établissement où vous êtes, où vous avez la possibilité d'utiliser des tablettes pour des appels Skype ou des contacts de ce type-là, parce que ça peut être une première approche avant un vrai contact physique. Voilà. Après, de toute façon, tant qu'on ne tente pas, on peut pas avoir la mesure de comment va se passer
cette nouvelle rencontre. Mais je pense que la préparation la plus importante est celle de la famille, pas forcément celle du résident. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Je vous laisse nous indiquer si vous pensez que j'ai répondu ou pas. Ou si d'autres veulent intervenir sur cette remarque, hein, allez-y, faites-le. Parce que vous ne pouvez pas voir en fait les commentaires de tous, mais je peux les voir. Donc, je continue sur ma thématique. Voilà. Il y a des résidents qui ont besoin de déambuler, ça c'est sûr. Et donc le jardin est accessible quand il l'est, mais pas forcément les jours de pluie, pas quand il fait froid, pas quand il y a du vent. Donc il faut pouvoir leur permettre de déambuler aussi dans l'établissement, dans leur unité. Donc voilà, ça se fait aussi en concertation avec l'ensemble des équipes pour savoir quel est le meilleur moment dans la journée, à quel moment pour quel résident il est plus favorable de lui proposer des moments de déambulation, sachant que effectivement ils ne peuvent pas déambuler toute la journée comme en temps normal. Donc il faut trouver les bons moments et ça passe par une observation importante et un retour des équipes sur la situation de chaque résident. Concernant la désorientation temporelle et spatiale, donc c'est les résidents qui perdent des repères, hein, qui les repas se prenant en chambre matin, midi et soir, on mange, on dort. Donc il y a des résidents qui perdent un peu cette notion du temps et en plus de ça, de quoi faire dans la chambre quand on est tout seul, donc qui dorment beaucoup et qui peuvent aussi par la suite ne plus dormir la nuit. Donc là, il peut être envisagé pour ces résidents-là, toujours en équipe, hein, toujours, de leur proposer de reprendre les repas en salle de restaurant. Donc par exemple, le repas du midi principalement, donc, soit en très petit nombre et forcément un résident par table en maintenant les distances et puis avec des soignants qui surveillent pour vérifier bien sûr qu'il n'y ait pas de contact. Voilà. Et ça a un effet assez positif, hein. Les gens qui le font remarquent que ça permet, c'est pas miraculeux, mais ça permet à ces résidents-là en tout cas de retrouver une organisation de la journée et d'avoir de meilleurs repères dans le temps. Et alors du coup, pour terminer, le temps passe. Aujourd'hui, voilà, le 20 avril est passé, les nouvelles directives sont arrivées, donc effectivement aujourd'hui on peut... Alors, je lis le commentaire qu'on me dit, qu'il n'y a aussi effectivement pas que des psychologues à qui on parle et qu'il y a beaucoup d'ergothérapeutes et de psychomotriciens qui sont dans les EHPAD et donc qui cherchent à mettre en place des activités adaptées. Alors, voilà. Je pense qu'il y a aussi une autre conférence qui sera organisée sur les activités à mettre en place. Donc peut-être vous trouverez plus de réponses dans cette deuxième conférence. Si vous avez des questions très précises, vous pouvez, hein, je peux essayer d'y répondre aussi. Donc aujourd'hui, en tout cas, effectivement, quand on parle d'activités, elles vont être de nouveau plus faciles à mettre en place avec ces nouvelles mesures, puisqu'on commence à envisager le déconfinement en interne des établissements, c'est-à-dire la mise en place, la réouverture de la salle de restaurant pour les repas, mais alors dans des conditions très, très strictes, beaucoup moins de résidents, des distances entre eux forcément plus importantes. Et puis effectivement, la mise en place d'activités, donc d'activités un peu festives, parce qu'on a perdu aussi ce côté-là dans les EHPAD qui ont un rôle important pour la cohésion et puis le bien-être des résidents. Et notamment, voilà, faire venir, il est possible de faire venir des intervenants extérieurs. Donc on peut refaire entrer des gens, alors pas dans la résidence, mais pour celles qui ont la possibilité d'avoir un patio, un jardin qui donne sur les chambres, d'organiser des activités en extérieur, donc avec un intervenant dans le jardin et les résidents qui peuvent en profiter de leurs fenêtres. Alors on voit ça beaucoup pour la gym, ça peut être
un intervenant, un musicien, voilà. Mais toutes ces petites actions qui vont aussi remettre de la vie dans la résidence, et en remettant dans la vie dans la résidence, remettre du baume au cœur aussi à nos résidents et leur permettre d'être apaisés et de passer ces moments-là de la meilleure façon. Et bien sûr, de toute façon, ce qui leur fera le plus de bien, c'est effectivement le retour des familles, voilà, qui là va pouvoir commencer à se mettre en place, alors dans des conditions qui n'ont rien à voir avec des visites euh, voilà, auxquelles les familles s'attendent et que les résidents pourraient envisager, mais qui voilà, permettra dans un premier temps, en tout cas, de leur proposer cette reprise du lien familial qui reste quand même très important pour tous les résidents, qu'ils soient Alzheimer ou non. Voilà les grandes lignes dont moi j'avais envie de vous parler. Euh, euh, alors effectivement, il y a une question là qui demande comment répondre aux besoins d'interaction sociale pour des résidents alors que la direction de l'établissement s'oppose aux réunions en petits groupes. Je pense effectivement qu'il ne faut pas forcément aller trop vite et que tous les établissements n'ont pas la même situation sanitaire non plus. Les réunions, elles peuvent se faire de façon. Alors, il faut que les résidents entendent, bien sûr, hein, soit pas complètement. Mais les réunions peuvent se faire aux portes des chambres. Ça, c'est des indications dans le protocole hein, euh, il est possible de laisser les résidents au pas de leur porte, voilà, de faire une animation un peu type couloir, et puis par la suite proposer. Euh, Peut-être que l'établissement préfère que des résidents soient testés aussi pour être sûr de la sécurité sanitaire. Voilà. Après, c'est à travailler avec chaque établissement. Tout ça reste sous la direction enfin, sous la responsabilité des directions d'établissement. Donc, on peut aussi comprendre qu'ils veulent protéger de la meilleure façon les résidents. Et oui, alors la question du toucher, des visites sans contact, effectivement. Euh, pour organiser les protocoles de visite, effectivement, enfin, il va y avoir forcément un sentiment de frustration. Et là, le rôle, alors en premier, des psychologues pour le coup, mais effectivement tous les intervenants de l'institution, ça va être de préparer l'avant et l'après de ces visites. Euh, et vérifier effectivement la distanciation sociale, puisque les contacts ne sont pas autorisés. Et, et un malade Alzheimer à des stades plutôt avancés de la maladie, on sait bien l'intérêt limité de ces visites-là si effectivement il n'y a pas le contact physique. Euh, alors après, ça peut peut-être s'envisager pour des résidents enfin non, même pas. De toute façon, même en chambre, le contact physique n'est pas autorisé pour le moment. Donc, ça reste une question pour laquelle personne n'a la réponse. Même nous, soignants, voilà. Alors après, oui, si, ça peut passer, effectivement. Alors, on me demande le rôle des soignants dans le cadre du confinement, le rôle des infirmières ou des aides-soignantes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez préciser un petit peu. Euh, je ne comprends pas ce que vous demandez, dans quel cadre en fait. Dans ce cas, parce que les infirmières, les aides-soignantes, elles continuent à travailler auprès des résidents. Alors après, je ne sais pas ce que vous entendez par cette question, si vous pouvez peut-être préciser. Et en tout cas, ce que je peux dire sur le rôle des aides-soignantes ou des infirmières, c'est que tout dépend, encore une fois, de l'organisation des EHPAD pour les toilettes plus difficiles. Euh, Plus difficiles à cause du confinement. Euh,
Je ne sais pas s'il y a des toilettes qui sont plus difficiles à cause du confinement, parce que c'est à peu près le seul moment de la journée qui ne change pas pour les résidents. Pour le coup, c'est le seul repère qui leur reste à peu près, c'est les toilettes se passer déjà dans les chambres avec une soignante. Ça se passe toujours dans les chambres avec une soignante. Alors effectivement, elles ont des protections qu'elles n'avaient pas avant, mais je ne sais pas, je n'ai pas de réponse plus détaillée que ça pour l'instant, en tout cas avec le peu d'informations pour la question. J'attends pour voir si vous précisez la question ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors là, on me demande si les aides-soignantes, les infirmières peuvent mettre le téléphone devant un résident à sa portée, l'aider à tenir un téléphone pour favoriser le lien, prendre du temps pour leur parler. Euh, alors ça, effectivement, hein, c'est en quelque sorte, les résidents n'ont plus que les aides-soignantes et les infirmières, enfin le personnel des EHPAD en tout cas, pour avoir du lien social. Donc, euh, donc effectivement, on en demande beaucoup aux soignants ces derniers temps parce qu'on leur demande effectivement de se substituer, entre à demi-mot, dans toute proportion gardée, de prendre un peu le relais des familles auprès des résidents. Euh, euh, Après, ça demande énormément de temps et d'organisation de mettre en place les communications avec les familles, les communications en visio, tous les liens familiaux, parce que ça passe par l'intermédiaire des soignants, effectivement. Euh, des établissements ont la chance d'avoir des animateurs ou une équipe étoffée qui permet de pouvoir se répartir ces tâches-là. J'imagine effectivement dans les EHPAD où le personnel est en tension, euh, ben, c'est plus difficile. Et, et forcément, tous les EHPAD ne sont pas logés à la même enseigne. Certains sont plus chanceux que d'autres de ce point de vue-là. Voilà. En tout cas, ce qui compte beaucoup, c'est effectivement alors, nous avons remarqué à notre grande surprise un apaisement des troubles du comportement dans notre unité sécurisée depuis l'arrêt des visites des familles. Ce que je l'ai constaté aussi. Euh, on sait bien, pour en avoir discuté encore tout à l'heure avec un autre collègue psychologue en EHPAD, euh, pas pour tous les résidents, hein, on va pas commencer à dire ces choses-là, mais il y a des résidents, on sait bien, pour qui les visites sont perturbantes. Et notamment là, avec le retour de la possibilité des visites, il est très important pour les équipes de bien euh, cibler les résidents euh, pour qui ces visites vont être importantes et bénéfiques. On sait qu'il y a des résidents, ça leur fera plus de mal, plus, voilà, comme vous dites, hein, ça les mettra en tension plus que ça ne les apaisera d'avoir ces visites-là. Et c'est sûr que certains résidents, donc là effectivement le confinement le met au jour, mais c'est des choses qu'on constate toute l'année effectivement que certains contacts de certains membres de leur famille ou amis sont perturbants pour plein de raisons, hein, pour des raisons qui nous échappent, également pour des raisons de manque de formation de l'aidant, qui n'a pas forcément les bonnes attitudes, les bons gestes, les bonnes réponses à apporter à un comportement malade, de malade. Donc, euh, donc effectivement, et puis alors je sais que c'est quelque chose qui n'est pas partagé par tout le monde, mais effectivement, le confinement peut avoir du bon sur certains résidents, voilà, de pouvoir être un peu plus isolé, un peu plus à l'écart de la vie du groupe. Voilà. Ça peut aussi, effectivement, pour certains, les apaiser. Alors forcément, il ne faut pas non plus que ça dure. Ils ont besoin de contact, mais voilà. Plein de choses sont assez étonnantes, effectivement. Alors, dans le cadre des syndromes de glissement, il y en a pour lesquels, hein, c'est comme tout réseau, on sait
un résident qui a décidé qu'il ne voulait plus, on peut l'accompagner du mieux qu'on peut, mais voilà, s'il a décidé que pour lui, il ne voulait plus se battre, c'est difficile de pouvoir aller contre. Après, effectivement, il y a certaines formes de repli sur soi ou de laisser aller des résidents qui, effectivement, peuvent être améliorées avec les visites des familles. Et pouvoir organiser, alors que ce soit dans le cadre des visites autorisées comme maintenant ou des visites dérogatoires qu'on pouvait faire avant, mais proposer donc pour ces résidents-là peut-être plus pour les syndromes de glissement important, des visites en chambre de résidents, donc avec une seule personne de leur famille, et puis toujours pareil, hein, le contexte très strict des visites. Mais ça peut avoir du bon. Et reprendre aussi pour ces résidents-là un peu plus de temps pour les contacts téléphoniques avec les membres de leur famille. En tout cas, ça a été, enfin, du coup, on l'a constaté, a eu un effet très bénéfique sur l'une de nos résidentes, nous, en tout cas, qui avait décidé qu'elle ne voulait plus manger, plus boire, etc. Et le fait d'avoir pu reprendre contact avec ses enfants, d'avoir pu les voir régulièrement, parce que là, pour le coup, on ne parle pas d'une visite une fois, on parle d'une régularité dans les rencontres, fait qu'elle va de nouveau mieux. Voilà ce que je peux dire pour cette question. Alors, dernière question. Comment avez-vous pris la décision de la contention? La balance bénéfice-risque vous a-t-elle semblé en faveur de ce choix et comment est-elle mise en place au fauteuil porte fermée à clé? Alors, elle est mise en place de toutes ces façons-là, en fait, en fonction des résidents, bien sûr. Hein, certains, contention en fauteuil dans la chambre, ça suffit. D'autres, seulement le fait d'être dans le fauteuil confort, les jambes relevées, voilà, ça peut également suffire. Le bénéfice, il est évalué chaque jour. Il est évalué avant. Le plus grand risque, est-ce que c'est la contamination? Et j'insiste sur le fait que maintenant, de pouvoir tester les résidents permet de limiter aussi ce recours à cette contention, qui là, dans ce cadre-là, n'était l'objectif de cette contention était la limitation de la potentielle propagation d'un virus par un résident qui pourrait être contaminé. Donc effectivement, le fait de le tester permet d'alléger cette mesure de contention. C'est toujours sur prescription du médecin, toujours en accord avec la famille. C'est un consensus d'équipe. Elle peut être au fauteuil, les portes fermées à clé, effectivement, bien sûr. Ça ne veut pas dire que quand on prend une mesure de contention, elle est définie, elle est mise en place pour une durée indéterminée. Elle est réévaluée. Enfin, une porte fermée à clé peut être efficace une première journée ou une deuxième journée ou ne pas être nécessaire les 2-3 premiers jours parce que la personne accepte facilement l'isolement et puis devoir être mise en place par la suite. Ou à certains moments, peut-être plus la nuit que la journée, puisque la journée, elle peut s'occuper seule. Mais voilà, c'est jamais un choix anodin et voilà, pouvoir tester un résident sur lequel on a des suspicions et avoir un résultat qui revient négatif, voilà, sera bien plus efficace que de décider d'une contention. Voilà. Et certains résidents, voilà, il y en a, on n'a pas le choix, on doit les laisser déambuler parce que c'est moins pire pour eux que de rester dans une chambre où ils vont développer des troubles très très importants du comportement. Mais chaque situation s'évalue en équipe chaque jour, presque. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de la conférence. Donc je vous remercie vivement d'avoir participé. Voilà, un nombre important de participants, donc c'est très positif pour nous. Et je, du coup, vous invite à vous inscrire sur les autres thématiques qui pourront compléter vos questionnements par rapport à cette conférence. Donc voilà, la prochaine conférence aura lieu lundi 27 avril à 18h30, donc lundi prochain.
Et le thème de la deuxième conférence sera comment améliorer la communication avec les personnes malades dans le contexte du confinement. Donc, elle sera animée aussi par un psychologue qui travaille en établissement et qui aura plein de choses à vous apporter. Donc, pour la prochaine lundi, la suivante aura lieu, la troisième aura lieu samedi 2 mai à 11 h sur le thème des animations à proposer en EHPAD et à domicile pendant le confinement. Donc, les questions tout à l'heure que vous vous posiez, vous pourrez trouver vos réponses peut-être dans cette conférence du 2 mai. Voilà. Je continue. La quatrième conférence aura lieu lundi 4 mai à 18h30 et aura pour thème la difficile place des familles en EHPAD dans ce fameux contexte de confinement. Voilà, je crois que je vous les ai toutes citées. Et je vous laisse retourner à vos activités et vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci encore de votre participation. Au revoir.